Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre première partie, on fera le point sur l'actualité de Kurma Partners et du secteur de la biotech en France et en Europe avec mon invité Thierry Logel. L'entretien est lui consacré à Mathieu Charveria, PDG de THX Pharma. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et pour commencer ce journal des biotech, pas de point d'actualité, mais vous allez voir, on va quand même parler des grandes tendances du secteur en France et en Europe avec Thierry Logel, Managing Partner chez Kurma Partners. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Bon, je rappelle, Kurma Partners, société de capital risque spécialisée dans les sociétés de santé. Justement, on va commencer par évoquer un petit peu ce que fait Kurma, quelques mots sur cette société de capital risque et puis quelques mots aussi sur ce modèle assez unique. Thierry, vous avez développé en Europe, créé des entreprises directement à partir de la recherche académique, que ce soit au sein de Kurma ou via votre incubateur. Qu'est-ce qui rend ce modèle possible et qu'est-ce qui va finalement le distinguer des autres approches du capital innovation ? Effectivement, Kurma est une structure d'investissement en capital risque spécialisée dans la santé qu'on a créée il y a 16 ans. On était venu vous voir il y a quelques années. Oui, 7 ans, voilà, il était temps de revenir. C'est ça, merci. Et effectivement, on a toujours cherché à focaliser notre politique d'investissement, notre stratégie d'investissement, notre savoir-faire d'investissement sur l'early stage, sur les premières étapes de développement des sociétés et des produits. Repérer l'innovation à ses débuts. Exactement. Donc effectivement, c'est quelque chose que beaucoup hésitent à faire parce que c'est perçu comme étant précoce, long et dangereux ou risqué. Bien sûr. Et tout ça est vrai. C'est plutôt long, c'est plutôt incertain et c'est plutôt difficile. Mais justement, c'est aussi un challenge qui est très enthousiasmant quand on arrive à le voir se réaliser. Et ça nous a pris quelques années pour réussir à implémenter un modèle efficace qui permet justement de structurer ces premières phases de développement de produits et de sociétés à partir du monde académique en Europe et qui maintenant se matérialise par vraiment une petite succession, bon, quand même une série assez intéressante et importante de succès industriels, de sociétés qui se développent, qui vont sur le marché, qui se vendent à des sociétés pharmaceutiques établies. Donc on a réussi à bâtir un savoir-faire, bâtir une réputation et bâtir un track record sur ces étapes précoces de lancement des biotech du médicament et de la santé. Oui, parce que vous le disiez Thierry, c'est long. C'est incertain, c'est risqué, et pourtant, ça fonctionne quand même pas mal, parce que modèle validé ces dernières années par plusieurs opérations majeures, la vente d'Amolyt 2024, 1 milliard d'euros, celle d'Imchec en 2025, PathoQuest en 2026, Stila Technologies dans les dispositifs médicaux. Qu'est-ce que ça nous dit, à la fois peut-être de votre façon de travailler, et puis aussi de la maturité de l'écosystème que vous rencontrez en France et en Europe ? Oui, non, c'est intéressant, vous citez effectivement ces sociétés qui sont les sociétés qu'on a cédées ces 2 dernières années, qui sont toutes des sociétés françaises en l'occurrence. Des sociétés donc Cocorico, on peut le dire. Absolument, on peut, il faut. Et effectivement, l'écosystème, déjà, on peut dire, ces exemples montrent que l'écosystème français rend possible l'émergence de champions industriels qui sont pour chacun de ceux cités et chacun de ceux qu'on développe en général, des champions de l'innovation. Ils ont tous développé et inventé en général une nouvelle solution, en général thérapeutique. On peut avoir des exemples justement, Thierry, peut-être de ces solutions ? Bien sûr. Donc vous avez cité Amolyt. Amolyt est une société du médicament qui a amené jusqu'au milieu de la phase 3 un produit pour des maladies rares, une pathologie un peu rare, mais qui touche des dizaines de milliers de patients aux États-Unis et en Europe, une maladie rare assez commune, comme on dit, qui fait une population plutôt de 100 000 à 200 000 patients au monde, un désordre endocrinologique. Donc Amolyt a développé un portefeuille de 3 actifs dans les maladies du système endocrinien, dont le plus avancé était en phase 3
Et à ce moment-là, se pose la question pour une société de biotechnologie de continuer par elle-même et de commercialiser le produit ou de trouver un partenaire. Donc c'est posé ces problèmes de riches ou de sociétés qui réussissent entre est-ce que je fais une introduction en bourse, et en l'occurrence ça aurait été le Nasdaq pour avoir la puissance, la visibilité, la profondeur du marché. Bien sûr. Exactement. Ou est-ce que je cherche un acquéreur potentiel, et en l'occurrence, AstraZeneca s'est présenté pour chercher à préempter l'opération et empêcher quelque part, empêcher Amolyt d'aller s'introduire en bourse pour pour faire son propre chemin. Ou qu'un autre concurrent mette la main plus vite dessus, peut-être. Évidemment, c'est les lois du marché. Et ça permet d'offrir plein d'opportunités, ce qui était le cas pour Amolyt. Donc voilà, un médicament potentiellement important, une maladie rare, sérieuse. Le médicament finalise son étude clinique actuellement. Dans les mois qui viennent, on attend une annonce d'AstraZeneca qui annoncera les résultats cliniques et en principe la demande d'enregistrement pour que le produit soit commercialisé probablement l'année prochaine. Bon, voilà, déjà en tout cas, belle histoire là-dessus. Une belle histoire. AstraZeneca s'est aussi engagé à garder une certaine continuité à l'équipe opérationnelle. Donc, Amolyt était créé sous l'impulsion de Thierry Abriba, un serial entrepreneur de la biotech, dans un écosystème existant du médicament, la région lyonnaise, et qui donne aussi accès à un pôle de talent qui existe là-bas et dont Amolyt a bénéficié, et dont maintenant Amolyt, dans la continuité de son acquéreur, continue à bénéficier, et c'est des bénéfices réciproques. L'écosystème lyonnais bénéficie à Amolyt et à AstraZeneca, et réciproquement AstraZeneca. Cercle vertueux, en fait. Cercle vertueux. On l'a dit, vous l'avez dit, c'est des histoires au long cours, puisque vous repérez très tôt l'innovation. Aujourd'hui, vous avez une chaîne d'investissement, corrigez-moi si je me trompe, mais quasi complète. Il y a Kurma Biopharm pour l'amorçage biotech, Kurma Diagnostic pour les medtech, Kurma Growth Opportunities pour accompagner les sociétés plus matures. C'est indispensable justement pour limiter le risque malgré tout de bien être présent sur les différentes chaînes et de pouvoir répondre assez précisément aux défis qui vont se poser aux différentes biotech au stade de leur maturité finalement. Oui, c'est absolument essentiel. Le premier risque d'échec d'une société de biotech, c'est le risque financier. L'idée peut être géniale, si on n'arrive pas à trouver des fonds, ça va très vite se terminer. Exactement, trouver des fonds et trouver beaucoup d'argent. Trouver beaucoup de fonds. Et c'est déjà difficile, et en tout cas déjà très engageant de trouver beaucoup d'argent pour une société qui marche bien, mais la majorité des sociétés de biotechnologie vont devoir à un moment ou à un autre rencontrer l'échec. Donc avoir suffisamment d'argent aussi pour couvrir, faire face à l'échec. Une société de biotechnologie, de manière générale et statistique, ne réussira pas la première fois. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi dur à faire comprendre aux investisseurs. Qu'ils soient institutionnels ou particuliers. Exactement, de comprendre qu'une société de biotechnologie se construit aussi par l'échec. Juste une question quand même, j'imagine que pour aller trouver très tôt l'innovation, la comprendre, il faut dans chaque équipe des experts capables de se dire attention, là on est sur un actif ou une science qui est particulièrement intéressante. J'imagine qu'il y a des pôles de compétences au sein de Kurma qui permettent d'aller trouver justement comme ça l'innovation. Oui. Peut-être revenir sur le précepte premier. C'est que ce qui va faire les grands médicaments et les grandes innovations de santé de demain, c'est la rupture technologique. Donc c'est vrai qu'on doit être capable de détecter et d'identifier et de sourcer, d'aller chercher cette innovation technologique de rupture. Seule elle est capable de générer les grands médicaments de demain. Après, ils seront imités multiples fois. Copiés. Mais notre particularité, elle peut rester... celle-là, pendant un certain nombre d'années en Europe, c'est d'être capable d'innover sur ces innovations de rupture qui peuvent
lancer de nouvelles vagues d'innovation et de produits industriels sur des années. Vous, c'est ce que vous recherchez, Thierry, ou plutôt un mix entre des dossiers peut-être très innovants et très risqués, et puis des choses peut-être un petit peu moins innovantes, parce que la biotech est aussi faite de ça, mais un peu moins risquées, et qui, bon an, mal an, peuvent aussi rencontrer le succès? Alors ça dépend. La réponse simple, c'est certainement de dire oui, on peut être intéressé par les deux. Ouais. Et on appelle ça dans le médicament le best in class ou le first in class. Oui. Donc le first in class, c'est le médicament très innovant. Le best in class, c'est celui qui imite mais qui va faire mieux. Et la pharma, en général, elle adore les best in class parce que c'est une pharmacologie, une classe thérapeutique qui est déjà validée. Et il s'agit juste de faire grossir le gâteau avec un risque qui est finalement plus limité. Ouais. Aujourd'hui, le champion du best in class, c'est la Chine. Et la Chine, de loin, est déjà en train de devenir le champion mondial du best in class. D'accord. Capacité d'innover et d'améliorer, un peu comme on parlait des Japonais il y a 30 ans. Ouais. Aujourd'hui, les Chinois font, dans le monde d'aujourd'hui et du médicament, ce que les Japonais faisaient un peu il y a 30 ans. Pour l'électronique, peut-être ? Pour l'électronique notamment, mais aussi même un peu dans le médicament, mais jamais à cette échelle. Jamais à cette échelle. La Chine, évidemment, c'est... donc c'est presque un combat, pardon de le dire comme ça, déjà un peu perdu, donc c'est plutôt le first in class qui doit un peu être un peu la priorité, c'est ça, quand je vous écoute ? C'est en tout cas ma conviction. Que le combat du best in class, il nous a permis de faire des grands succès industriels. Amolite était un best in class. D'autres de nos succès récents étaient des best in class. Et effectivement, la proposition de valeur best in class, c'est une proposition assez facile à vendre à l'industrie pharmaceutique. Mais je suis convaincu que notre cheval de bataille et notre opportunité pour les 5 à 10 ans qui viennent, c'est l'innovation de rupture. Bon. C'est là où on a encore une force extraordinaire de créativité et de développement en Europe. Bon, justement, transition toute trouvée. Vous avez Thierry, une vision fine de l'écosystème français, européen. Où est-ce qu'on en est en 2026 ? Sans se mentir, les forces et les faiblesses aujourd'hui en Europe, et puis peut-être ce qu'il faudrait peut-être ajouter pour que ça fonctionne mieux. Alors oui, l'Europe a plein de forces et plein de potentiel. Il y a du savoir-faire académique, visiblement, quand je vous écoute. Le rapport Draghi est plein d'analyses d'experts et de politiques et d'économistes européens notamment, continuent à considérer le médicament comme une des industries phares de l'Europe et notamment une des 2 ou 3 industries pour lesquelles l'Europe garde une compétitivité mondiale. Donc ça veut dire quelque chose de très précis. Ça veut dire que le capital innovation est là, est très présent et c'est un peu mon terreau. Mon terreau de travail, et je crois qu'il va encore au moins être là pour 5 à 10 ans. D'accord. Pour les années qui suivent, on a intérêt à faire des efforts conséquents d'investissement dans la recherche, et notamment la recherche académique, pour permettre la pérennisation de 5 à 10 ans, c'est court quand je vous écoute. Bien sûr, c'est court. Bien sûr, je pense qu'on va encore avoir 5 à 10 ans pour bénéficier des acquis de décennies précédentes. Si on veut construire les 30 ou 40 ou 50 prochaines années, on a quand même intérêt à rattraper un retard d'investissement qui a quand même été conséquent par rapport aux grands pôles concurrents aujourd'hui. Donc de l'argent, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Peut-être une meilleure façon aussi d'accompagner justement ces jeunes pousses biotech, parce que je vois ce que fait Kurma, mais il y a peut-être plus à faire, en tout cas que ce soit mieux relayé. Oui. Alors oui, de l'argent en académique, de l'argent en entrepreneuriat. De l'argent en entrepreneuriat, c'est de l'argent à risque. Et c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de la culture du risque en Europe, et notamment en France. La culture du risque en Europe n'est pas comparable à la culture du risque aux États-Unis ou dans d'autres pays à forte croissance. Et il faut qu'on se remette peut-être en question sur nos modèles. Après, on choisit la société dans laquelle on a envie de vivre et il peut y avoir des forces et des avantages à d'autres modèles de société. Mais si on veut refaire de la croissance et de la croissance par la technologie, on va devoir réinvestir massivement dans la recherche académique,
et on va devoir réinvestir massivement, très massivement, dans les investissements à risque. En acceptant ce que vous disiez, finalement, le risque que tout ne se concrétise pas, quoi. Exactement. Et voilà, et je ne vais pas faire l'apologie du retour sur investissement lié au risque, mais la réalité est que le risque paye. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, il y a peut-être un certain nombre d'échecs, mais pour celles qui réussissent, vous le disiez, il y a cette capacité d'entraînement aussi de l'écosystème, finalement. Justement, vous revenez de la JP Morgan. C'est la conférence où c'est la mecque des biotech, ou en tout cas de l'innovation en santé. On y voit souvent les grandes tendances des années à venir. Alors, depuis un certain temps, on parle d'immuno-oncologie, forcément. Qu'est-ce qui se dessine ? Qu'est-ce que vous avez reniflé dans l'air, si je puis dire ? Alors, l'État, oui, le mois de janvier est un mois important, comme vous le dites. La semaine de la grande semaine mondiale de la biotechnologie se passe la deuxième semaine de janvier à San Francisco. C'est une tradition. Si on veut voir les patrons de biotech, généralement, on y va, on est sûr de tous les croiser. On voit les patrons de biotech, on voit les patrons de pharma, les analystes, les banquiers aussi. Tout l'écosystème biotech et de développement du médicament est là-bas, se réunit dans quelques kilomètres carrés. Et effectivement, ça donne le baromètre de l'année. Alors, on a parfois des années terribles où rien ne va. On n'est pas du tout dans cette configuration. Alors déjà, l'ambiance, c'est quoi l'ambiance de cette début d'année ? Plutôt plus optimiste ? L'ambiance est modérément optimiste. Modérément optimiste. Voilà, modérément optimiste. On est plutôt sur une tendance haussière. Positive et haussière, sans être explosive. Donc les gens s'attendent à une bonne année 2025 dans un environnement, une bonne année 2026 dans un environnement général incertain. Bon, d'accord. Et alors justement sur les grandes tendances qu'il faut suivre aujourd'hui dans l'innovation en santé. Beaucoup de choses. On parle beaucoup d'IA. C'est évidemment peut-être le premier thème. C'est peut-être le premier thème dont on parle. Beaucoup d'investissements. Dans l'imagerie, dans la pharmacologie, dans les développements de. Dans tout ça. Ça a sûrement commencé dans la santé par ce qui n'est pas le médicament. Donc l'imagerie, la sélection de patients, le diagnostic, tout ça. Et ça commence de plus en plus à entrer dans la science dure, dans la biologie, dans le développement de médicaments, donc ce qu'on appelle la tech bio, qui est aussi un thème d'investissement fort chez Kurma. Faire des essais cliniques en IA, c'est pour le moment du domaine un petit peu justement de la science-fiction. À quel point on se rapproche de quelque chose qui pourrait être réel, Thierry ? L'IA est l'IA est une extension d'outils software qui étaient déjà pratiques et utilisés au quotidien par les chercheurs et les développeurs du médicament. La question, c'est qu'est-ce que ça permet de faire en plus ? Donc donc la première réponse, c'est oui, ces outils sont déjà là, ils sont déjà utilisés. La vraie question, c'est quelles sont les limites et quelles limites ou quelles frontières ces outils vont-ils permettre de dépasser ? Est-ce que ça va permettre de faire des vraies études cliniques virtuelles qui seront des études réglementaires et qui permettront le développement ou l'enregistrement d'un médicament ? Par exemple, ça c'est une frontière un peu utopiste, mais qui pourrait être tout à fait imaginée. Est-ce que les outils IA permettront sur un ordinateur de concevoir un candidat médicament sans être obligé de le tester sur des animaux ou sur des modèles in vitro ? Pareil, c'est encore utopiste, mais c'est des choses... voilà les frontières qu'on pourrait imaginer avec une IA qui continue à évoluer sur le rythme qui est le rythme actuel, c'est-à-dire un rythme... un peu exponentiel, c'est ça. Et dans les indications, je parlais immuno-oncologie, forcément, ça doit rester, j'imagine, au cœur des préoccupations à la fois des biotech et des grandes pharma. Il y a d'autres choses qui émergent ? Oui. Alors les thématiques plutôt émergentes ou plutôt qui prennent beaucoup de place aujourd'hui, c'est l'obésité, évidemment, avec la guerre... des GLP-1. La guerre des GLP-1. Et des nouvelles générations qui arrivent, voilà. Exactement. Donc ça reste une bataille de place et
et de sociétés pharmaceutiques extrêmement guerrières et sans merci. On va dire Novo Nordisk et Lilly pour ne pas les nommer pour les principaux, les principaux concurrents. Comme étant sur le ring, mais d'autres qui ne sont pas loin et qui aimeraient bien rentrer sur le ring, évidemment, parce qu'au-delà des GLP-1 et de ces produits dits coupe-faim ou permettant de perdre du poids, il y a toutes les pathologies liées à l'obésité et qui sont finalement les nouvelles extensions de gamme pour ces industriels du médicament. Donc les risques cardiovasculaires, rénaux, les risques diabétiques qui sont des effets induits par l'obésité sont en fait ce qui intéresse de plus en plus les industriels aujourd'hui. Donc là, c'est une focalisation de beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts de recherche pour trouver les deuxième, troisième, quatrième générations qui vont suivre ces médicaments contre l'obésité. Bon. Après, on a aussi l'inflammation et l'auto-immunité qui restent peut-être avec l'oncologie le thème le plus intéressant pour l'industrie aujourd'hui, avec toutes ces maladies auto-immunes qui sont, je le rappelle, des maladies relativement récentes, parce que des maladies de société, si je peux me permettre, mais qui sont aujourd'hui les méga blockbusters avec les médicaments anti-obésité dans l'industrie du médicament et notamment chez notre champion national Sanofi, mais aussi chez AbbVie, mais aussi chez plein d'autres. Et bien voilà, les grandes tendances du moment, et je retiens ce mot, l'optimisme modéré en tout cas sur ce qui se passe sur la biotech en 2026 avec bien sûr le développement à marche forcée de l'IA. Merci Thierry pour ces explications. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Mathieu Charveria, PDG de THX Pharma. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Bon, on s'était parlé en octobre dernier, mais là, il y a une grosse actualité à commenter depuis notre dernière entrevue. La nouvelle a d'ailleurs fait décoller le titre en bourse. Cette nouvelle, c'est bien sûr l'annonce de cet accord stratégique de licence avec Biocodex, accord qui, je cite, vise à faire progresser le développement de 2 candidats médicaments dans 3 maladies rares à forts besoins médicaux non couverts. On a donc sans surprise, la maladie de Batten avec Batten 1, la maladie de Gaucher et la maladie de Niemann-Pick de type C avec TX01. Bon, voilà, ça c'est dit. Biocodex, acteur français important, pas forcément connu du grand public. Justement, si on commence par là, qu'est-ce qui fait que vous avez considéré que c'était le bon partenaire pour vous, au bon moment, dans les bonnes conditions, si je puis dire ? Déjà, on est très content de cette nouvelle, ce partenariat avec Biocodex. Biocodex, c'est un groupe indépendant, international, implanté dans une centaine de pays et qui repose sur 3 piliers. Un pilier santé de la femme, un pilier microbiote avec l'ultralevure, notamment, qui est leur grosse vente annuelle, et les maladies rares. Et donc, ils ont une franchise dans les maladies rares qu'ils ont développée dans une centaine de pays, et c'est ce qui nous a intéressés chez eux. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec eux sur notre projet. Ils étaient d'abord intéressés, puis on s'est rendu compte que le programme ne les intéressait plus parce que dimensionné de façon un peu trop large par rapport à leurs attentes. Et depuis qu'on a annoncé des données de vie réelle sur l'acuité visuelle en mai dernier et qu'on a montré qu'on avait les financements pour lancer notre phase 3 nous-mêmes, eh bien les discussions ont repris naturellement et on s'est rendu compte qu'il y avait une convergence d'intérêt très forte entre nous, ce que l'on souhaitait faire, démontrer l'efficacité du médicament chez le patient et leur capacité à commercialiser des actifs dans les maladies rares neurologiques. Et on avait à ce stade 2 partenaires américains en discussion avec nous, Biocodex qui était le 3e larron. Les propositions financières étaient très alignées. D'accord. Et on a choisi Biocodex, non pas parce qu'ils sont français, mais parce que c'était les mieux placés pour assurer une très bonne création de valeur à notre produit et aller développer le produit et montrer son efficacité chez le patient. Bon, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, Mathieu, c'est que finalement, voilà, au cours de la vie d'une biotech, on discute, ça peut changer, et puis finalement, les portes ne sont pas définitivement fermées puisque vous avez repris les discussions avec Biocodex. On va rentrer maintenant dans le détail des licences. Donc, on a une licence mondiale exclusive pour Batten 1 et une licence exclusive pour les États-Unis et le Canada sur THX01. Super. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour THX Pharma ? Alors, ça implique concrètement de revenir un petit peu en arrière sur les licences. Faisons un peu de géographie. TX01 a été cédé en licence Europe, Amérique latine et pays du pourtour méditerranéen à Exeltis.
et États-Unis, Canada ont été confiés à Biocodex. Biocodex, lui, garde également une licence sur Batten dans le monde entier. Ce que ça implique pour THX Pharma, c'est donc une cession de cette licence. Donc on transfère nos activités à Biocodex et toute la connaissance qu'on a du produit pour qu'il puisse le développer et l'enregistrer au mieux dans les territoires d'intérêt. Et pour nous, ce que ça implique, c'est qu'on reste pilote de l'étude de phase 3, donc la grosse étude clinique qu'on va développer aux États-Unis et en Europe dans la maladie de Batten, mais sous contrôle, notamment financier, de la part de Biocodex. Donc Biocodex nous finance ces développements-là. Nous développons pour eux cet actif jusqu'à l'enregistrement et ensuite, c'est eux qui vont assurer la commercialisation du produit. Et pour nous, c'est réellement une montée en gamme parce qu'on a levé des fonds en octobre dernier. On avait des capacités financières de lancer une étude de phase 3 qu'on avait dessinée de façon cohérente avec nos ressources financières. Et maintenant, avec celle de Biocodex, on est capable de proposer une étude de phase 3 plus large, plus ambitieuse, donc avec une meilleure capacité d'accrocher un marché intéressant pour nos deux sociétés. Alors justement, même si vous avez déjà bien expliqué, comment ça va se passer dans le détail sur la réalisation de cette étude de phase 3 ? Qui fait quoi et comment pour les actifs ? Là, c'est très clair. Terranexus développera ce produit, donc on sera responsable de toute la partie clinique du produit. Biocodex apportera son soutien financier, évidemment, on en a parlé, mais surtout humain, et relationnel et d'expertise sur l'enregistrement de produits. Donc on conserve cette activité qui sera menée de façon conjointe entre les deux sociétés avec un organe de gouvernance commun qui prendra les grandes décisions dans le cadre de ce développement-là. Bon, on va rentrer dans le détail des actifs. Batten 1, on le sait, préparation de phase 3, on vient d'en parler, démarrage prévu en 2026, lancement international visé à horizon 2030. Est-ce que cet accord accélère ce calendrier oui ou pas, et quels seront les prochains jalons sur lesquels vous allez pouvoir communiquer ? Alors je reviens sur le calendrier. Historiquement, nous étions sur un enregistrement 2028 et commercialisation fin 28 2029. On décale le calendrier de 6 à 12 mois, à la fois parce qu'il faut intégrer Biocodex dans notre développement, mais également parce qu'on cherche à proposer une étude de phase 3 plus ambitieuse, notamment auprès de territoires qui sont plus larges que ceux que nous pouvons considérer historiquement au sein de la société. Donc aussi plus robuste. Donc plus robuste, effectivement, plus de patients et une meilleure représentation de l'étude. On sait que c'est important, ça, Mathieu. Quelquefois, les études de phase 3, elles sortent, elles sont positives, mais on dit, c'est dommage, il aurait fallu plus de patients. Là, c'est il aurait fallu plus de patients, il aurait fallu des patients de territoires différents. Et là, quelque part, on va pouvoir intégrer toutes ces questions, toutes ces composantes différentes dans notre étude de phase 3. Et ça, c'est un impact fort en termes de création de valeur. On décale l'enregistrement du produit de environ 6 à 9 mois par rapport aux prévisions historiques. Ce n'est pas très grave non plus quand on considère le gain que ça peut présenter à la fois pour le patient, parce qu'on a plus de chances de montrer que cela fonctionne bien, mais également pour les actionnaires et pour Biocodex, en créant plus de valeur sur un marché plus stable et plus robuste. Très clair. On parle maintenant de TX01, donc là, on l'a dit, licence pour les États-Unis et le Canada. Exeltis reste votre partenaire pour l'Europe. Là aussi, comment vous allez séquencer ou en tout cas gérer ces deux partenariats et est-ce que là aussi, cet accord change quelque chose pour le calendrier et l'enregistrement de TX01 ? Alors cet accord ne change pas le calendrier de TX01, que ce soit dans nos discussions et nos échanges avec Exeltis ou par rapport à ce que l'on souhaite faire aux États-Unis et au Canada. Donc le calendrier est maintenu. On vise toujours un enregistrement en 2027 et des premières ventes en 2027 de ce produit dans tous les marchés d'intérêt. Donc on n'a pas ni accéléré ni retardé, on est dans les temps pour ce projet-là. Bon, voilà, calendrier inchangé. Avoir ce partenaire en plus qui arrive, est-ce que ça ne vous laisse pas du temps pour faire autre chose, finalement, sur quoi vous allez concentrer votre développement en dehors de Batten 1 et TX01 ? Est-ce que ça redonne de la bande passante, j'ai envie de dire, chez THX Pharma ? Pour l'instant, la bande passante est très axée autour du lancement de notre étude de phase 3 avec Biocodex. Donc, on est monopolisé autour de ces activités-là. Il y a deux choses là-dedans qui sont importantes. La première chose, c'est que financièrement, on a plus de capacité pour lancer de nouveaux projets parce que Biocodex nous a accordé un financement lié à la signature du contrat. Donc on va avoir de l'argent qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour développer des nouveaux projets.
Et la seconde réponse à votre question porte sur la plateforme de R&D, qui est notamment cofinancée par BPI France à hauteur de 4,7 millions, et qui vise à développer des oligonucléotides anti-sens, donc des nouvelles modalités thérapeutiques, dans les maladies rares neurologiques. Et là, on est encore à l'étape préclinique, donc on est encore loin de la clinique. Néanmoins, on est sur des actifs qui sont porteurs de valeur dans des indications rares et gravissimes, notamment chez l'enfant. Bon, on comprend en tout cas que les efforts, bien sûr, seront priorisés sur Baton 1. C'est logique. On va maintenant parler de l'aspect financier. Forcément, l'accord représente un montant global pouvant atteindre jusqu'à 173 millions d'euros, 12 millions à la signature et jusqu'à 161 millions en milestone, ainsi que des redevances à 2 chiffres sur les ventes. Est-ce que vous pouvez ou pas nous en dire un peu plus sur la répartition de ces montants? Alors, vous avez tout dit en tout cas sur les chiffres qu'on a le droit de partager. Voilà. Sur la partie redevance, elle est très claire également. On en a parlé. On est vraiment dans une très bonne métrique de redevances pour les sociétés comme les nôtres. D'accord. Et sur les jalons... Parce que c'est vrai, Mathieu, c'est là où quelquefois ça pêche, c'est-à-dire qu'on dit qu'on orientise, et puis quand on rentre dans le deal, on se rend compte que ce qui reste finalement pour la biotech, c'est la portion congrue, et c'est quelquefois une mauvaise surprise pour les investisseurs. Donc là, en tout cas, nous, on est très rassurants sur le fait que c'est une très bonne surprise, c'est une très bonne annonce pour les actionnaires. On a gardé une très bonne conservation et un très bon partage de la valeur qui est très équilibré entre ce que Biocodex va récupérer et ce que nous allons récupérer derrière en redevance. Et après, sur l'équilibre des jalons, on est toujours sur un équilibre classique entre des jalons qu'on appelle opérationnels, par exemple le moment où le produit sera enregistré dans des territoires d'intérêt, et des jalons qu'on appelle commerciaux, notamment lorsque le produit atteindra certains chiffres d'affaires dans certains territoires d'intérêt. Bon, c'est du classique, effectivement. Exactement. Tout à fait. Vous l'avez dit, l'intérêt de ce deal aussi, c'est sur l'horizon financier de THX Pharma. Il y avait une augmentation de capital d'environ 8 millions d'euros, novembre dernier, forte participation des actionnaires existants. On a maintenant cet upfront de 12 millions d'euros de Biocodex. Question classique, quelle visibilité financière vous avez désormais et jusqu'à quelles étapes clés vous êtes à peu près financé? On est financé pendant très longtemps maintenant. Le financement n'est plus un enjeu pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on va dépenser l'argent sans frein, ça ne veut pas dire qu'on va se lancer dans des projets pharaoniques, ça veut juste dire que sur les activités que l'on souhaite lancer, la phase 3 qui est financée par Biocodex, c'est ça la question dans la question. La phase 3, elle est financée par Biocodex, donc il n'y a pas de question là-dessus. Voilà. On a les ressources qui sont accordées à ce projet-là. Et on est maintenant donc dans une société qui n'a plus besoin, dans les prochaines années, de lever de l'argent. On a de l'argent qui vient de Biocodex, on a notre levée de fonds également qui nous a financé pendant cette période et qui continuera de nous financer sur les prochains projets. Et le relais de financement sera apporté par les redevances de TX01 dès 2027. On maintient le calendrier là-dessus de redevances. Et les redevances de Baton 1 qui peuvent arriver en 2029 et 2030. Bon, très clair sur cet aspect. On va finir par la bourse. Je le disais, dans mon lancement, le marché a très bien accueilli l'accord, hausse marquée du titre. Vous allez me dire, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais est-ce que pour vous, c'est un vrai virage dans la perception des investisseurs vis-à-vis de THX Pharma? Je ne saurais pas dire quelle est leur perception. Néanmoins, je considère que dans une société biotechnologie, il est toujours difficile de mesurer une valeur d'une société donnée. On parle d'actifs qui sont précoces, avec des probabilités de succès qui sont ce qu'elles sont, des marchés qui sont hypothétiques à la fin, puisque les patients n'ont jamais été traités par un médicament donné. Donc on est face à des chiffres qui sont discutables. Pour une fois, on a un marqueur extérieur de la valeur de notre produit. On parle d'un contrat à 173 millions, on parle de redevances à 2 chiffres qui sont des très bonnes redevances. Et donc pour l'analyste financier d'une part, pour l'investisseur d'autre part, on a un marqueur de la valeur. Et c'est la première fois que nous avons ça, exactement. Et là, quelque part, on a une variable exogène qui permet de valoriser notre société à une certaine hauteur. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer en bourse pour nous pour l'instant. Et donc je remercie les actionnaires de continuer à croire en nous. Je pense que maintenant on a des preuves extérieures de la pertinence de ce que l'on fait et on continuera en ce sens-là. Et voilà, commentaire complet sur cet accord avec Biocodex et sur les ambitions de THX Pharma. Merci Mathieu. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.